exactement passé de 30 minutes dans les pendules de la paroisse Bon-Berger de la télévision deuxième, même heure à Koussountou, dans la préfecture de Tchamba. C'est également l'heure qu'il fait dans la paroisse Christ-Roi de Adeti Kopé. C'est l'heure de la messe médiatique à laquelle nous vous souhaitons la bienvenue. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, le classement du Togo au Millennium Challenge Corporation et l'actualité socio-politique sur le continent meuble l'évangile de ce jour dont les officiants sont Germain Pouli que nous attendons du Togo Réveil et Jules Ferry Agbo ici présent. Il est analyste sociopolitique, ambassadeur genre et développement depuis 2021, président national du mouvement Fort et Grand. Et ce n'est pas tout, il est le président national donc du mouvement Fort et Grand. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Rick, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de vous dégager de cette journée très chargée, un dimanche aussi chargé pour vous, comme d'habitude, pour répondre à cette invitation, pour analyser avec nous les faits et gestes de l'actualité tout au long de la semaine. Et à travers vous, je dis bien, un grand coucou à tous les jeunes du mouvement Fort et Grand et de toute la génération consciente. Merci, Monsieur Rick. Nous attendons incessamment l'arrivée de Germain Pouli ou pas. En tout cas, nous l'attendons. Il va arriver incessamment pour co-célébrer cette messe avec nous. La technique est assurée par Ibrahim Machi au cadrage et de l'autre côté c'est Alexandre Chalim qui nous met en orbite à travers toute l'étendue du territoire national et dans le monde entier grâce aux applications YouTube et puis Facebook. Prévu pour être clôturé hier, le 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit jusqu'au 16 novembre prochain, selon un communiqué en date de quelques jours. Ainsi en a décidé donc le gouvernement des invités, chers invités que vous êtes, Gilles. Qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, ce report de la date? Merci beaucoup, Monsieur Eric. Par rapport au 5e recensement qui est en cours, je pense que pour ce report, c'est nécessaire de prolonger un peu la date, puisque la population n'avait pas vite compris. Il a manqué plus de communication, de sensibilisation à la base. Et sur le terrain, nous qui avons l'habitude d'être sur le terrain pour sensibiliser, être en contact direct avec la base, il se pourrait que beaucoup ont été manipulés, soit disant que ce recensement concerne un processus électoral et des choses qui ne permettent pas aux populations de s'enregistrer. Surtout sur l'enrôlement, il y a des questions qui touchent directement la vie privée de ces personnes-là. Donc ceux qui se reprochent de certaines choses, ils pensent qu'en donnant ces informations, ça peut toutefois porter préjudice à eux dans les jours à venir. Donc il faudrait d'abord faire un travail à la base, sensibiliser, communiquer plus. Je pense que les acteurs qui devaient être impliqués sont impliqués, mais il y a eu un peu de défaillance à la base. Parce que les chefs du village, les CDQ, les CVD et autres là sont impliqués. Il faudrait gongonner pour inviter la population à savoir qu'il y a telle personne, tel agent qui doivent passer pour tel message.
Vous voyez. Donc, aujourd'hui, si vous rentrez dans des coins, dans des villages, dans certains quartiers, vous ne saurez même pas qu'on est en train de faire des recensement. Si vous ne voyez pas ces jeunes qui se battent sur le soleil avec leur gilet, vous ne saurez même pas que nous sommes en période dans le recensement. Donc, je pense que nous devons revoir les choses pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé. Oui, on parle du report. Est-ce donc à dire que on n'a pas pu atteindre cet objectif L'objectif fixé, je pense que c'est pas encore atteint. Si ce report est arrivé à ce moment-là, il faut savoir que à chaque étape, il faut évaluer si nous sommes presque arrivés à l'objectif fixé. À ce moment, nous devons constater que c'est le dernier moment, la population est en train de se réveiller un peu. Il faudrait prolonger pour que nous puissions accentuer la sensibilisation, la communication, pour que nous ayons à l'essentiel et avoir le résultat qu'il faut. Bien. Et pourquoi en 3 semaines, on n'a pas pu recenser tout le monde dans ce petit Togo de 56 600 km² quand même? C'est vrai que vous parlez de la réticence, des uns des autres. Et vous évoquez également le problème de la communication. Mais le gouvernement a réagi 2 ou 3 jours après, une semaine du moins, après le début du recensement, et a dû impliquer davantage la presse dans le processus. Est-ce que jusque-là, 2 semaines n'ont pas suffi pour pouvoir se rattraper? Oui, tel que je l'ai dit en début, d'abord, 7 ans, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Mais au début, la population n'avait pas vite compris. Il y a eu trop de manipulation à la base, comme le temps de la vaccination contre la COVID-19. Donc, ça a pris un temps avant que les gens comprennent que ce qu'on les disait dans l'ombre n'était pas la réalité sur le terrain. Donc, d'abord, les recenseurs, c'est-à-dire les agents recenseurs, ont plus de difficultés, des gens qui se sont fait menacer et des gens qui ont été interdits même de rentrer dans certaines maisons. Donc tout ça là, eux aussi doivent remonter l'information à leur chef qui doivent maintenant voir quelle stratégie il faut adopter pour qu'on puisse atteindre l'objectif fixé. Aujourd'hui, les médias sont impliqués, c'est une bonne chose. Il faudrait à chaque chose, c'est-à-dire chaque initiative, moi je souhaiterais que les acteurs impliqués, c'est-à-dire les acteurs concernés, soient vite informés et mis à la disposition des responsables du projet pour qu'on puisse atteindre l'objectif fixé. Par exemple, concernant le recensement, nous savons que pour recenser, il faut communiquer. Donc, à la première option, il faudrait coopter les médias, les journalistes, leur informer, donner l'information nécessaire. Même avant même le début, il faudrait faire un grand travail du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Les journalistes doivent être sur les médias, communiquer plus. Maintenant, impliquer les chefs traditionnels, ils doivent gongonner. Puisque la communication que nous accélérons ces derniers temps sont résumés sur les réseaux sociaux. Le citoyen qui est au fond du pays, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir le portable Android pour se communiquer? Non, même à Lomé, c'est pas tout le monde qui se communique et se connecte chaque fois. Les gens, c'est quand ils ont la possibilité de passer derrière un mur ou un wifi, et il tire quelques messages. Ça fait encore la semaine prochaine, dimanche, où il y aura encore la possibilité d'avoir la connexion qui se connecte. Donc, et d'ailleurs, même ce problème de connexion aussi au Togo, c'est un autre souci, parce que parfois même on cherche la connexion avec les lampes torches, on ne trouve pas. Ça aussi, c'est un autre débat, un débat qu'il faut ouvrir après. Parce que même vous rentrez dans des structures pour pouvoir faire un retrait d'argent et que la connexion n'est pas bonne. C'est pas du tout bien. Il faut corriger ces choses-là. Maintenant, en second point, j'ai aussi analysé sur le plan de la communication au niveau de nos deux structures, compagnies téléphoniques.
Togocom et puis Move. Avant, pour le moment des fêtes, on envoie des messages à chaque fois, Move quoi, Bruxelles a fait ceci. Aujourd'hui, si vous voyez sur nos portables, est-ce que vous avez reçu un message concernant le recensement? Non. Au moins, celui qui n'a pas la possibilité d'avoir l'Android, au moins il a la possibilité d'avoir un plus. Ces messages-là viennent répétitivement. Ça peut toutefois permettre aux citoyens de savoir que on m'a envoyé tel message. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Est-ce qu'ils ont contribué? Non, c'est là la contribution de tout un chacun. Nous sommes sur le terrain, nous sensibilisons. Nous ne pouvons pas sensibiliser de Lomé jusqu'à 5 c'est en marchant porte à porte pour pouvoir faire sortir les gens. Il faudra que chacun arrive à accélérer ce qu'il faut faire pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé. Surtout, les deux compagnies doivent jouer aussi leur partition. C'est très important pour pouvoir appuyer les journalistes. Vous qui êtes des journalistes, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui, passer maison par maison pour dire que non, sortez, expliquer à la population. Non. C'est sur les médias que vous devez communiquer. Celui qui n'a pas de radio, est-ce qu'il peut suivre? Celui qui n'a pas de télé, est-ce qu'il peut nous suivre actuellement? Non. Donc, chacun doit jouer pleinement son rôle. Le chef de l'État a une volonté qui concerne tout le peuple togolais. Maintenant, c'est à nous d'être très sincère, honnête envers lui, pour que chacun puisse jouer son rôle et sa vision qu'il a pour le peuple togolais puisse être réalisée pour nous tous. Et oui, vous au niveau des jeunes, vous êtes, comme je l'ai dit, un jeune leader, je peux dire ambassadeur, vous avez dit genre de développement, mais aussi de la jeunesse, par le rôle que vous faites dans votre localité et à chaque fois que l'occasion se présente. Alors, quel a été l'apport de la jeunesse dans cette campagne de sensibilisation pour ce recensement? Oui, l'apport de la jeunesse est toujours important dans ce processus. Nous faisons la communication. J'ai invité mes jeunes aussi à sensibiliser autour d'eux d'abord. La famille, les amis, parce que c'est là qu'il faut commencer. Et si nous sommes aujourd'hui 1000 jeunes au sein du mouvement Forêt Grand, je fais juste les estimations à ce que chacun dans son portable a des contacts qui varient de 1 jusqu'à 100 ou bien 50 personnes. Si tu arrives à sensibiliser sur les 50 et 10 arrivent à comprendre, à s'enrouler, 1000 fois 10, je pense que le mouvement Forêt Grand a fait déjà un grand boulot. Donc 10 personnes fois 1000 qui sont ces membres-là, ils ont joué un grand rôle. Donc, sur le plan de la jeunesse en général, il faudrait que les jeunes comprennent que l'avenir de ce pays se trouve dans leurs mains. Les vieux ou bien nos aînés ont déjà joué leur rôle, ils continuent pas à jouer. J'ai toujours l'habitude de dire aux jeunes, lorsque vous convoquez une réunion tout de suite qui concerne l'intérêt général, vous invitez 10 aînés, 20 jeunes, vous allez voir que les 10 aînés seront à l'heure et les jeunes vont arriver en retard avec des arguments bidons. Donc, ce qui veut dire que il va arriver à un moment où nous devons toutefois comprendre que dire que non, ils sont âgés, ils n'ont qu'à quitter, les jeunes n'ont qu'à arriver, on n'a pas encore assez d'expérience. Monsieur Eric, on doit prendre le temps pour suivre nos aînés, avoir assez d'expérience. Parce que la responsabilité ne se confie pas à qui veut. La responsabilité ne se confie pas à qui veut. Non, il faut avoir une maturité, une responsabilité, avant qu'on te confie une responsabilité. Donc, il est facile de critiquer, mais il n'est pas aussi facile de remplacer celui que tu es en train de critiquer. Donc, sur ce, je profite encore pour dire un sincère merci à ces jeunes-là qui ont compris et qui continuent par sensibiliser, inviter leurs familles, proches, amis à se faire enregistrer. Les numéros ont été mis à notre disposition. Ce qui fait que moi, 24 heures sur 24, je fonctionne avec mon portable. Celui qui se perd, j'appelle, je dis tu es dans quelle commune, dans quelle zone, je donne le numéro
pour qu'ils puissent appeler ce numéro. Après tout, ceux qui sont honnêtes à reconnaître ces efforts du gouvernement et du chef de l'État, ils me rappellent pour dire, ah, président, c'est fait, merci beaucoup, j'ai été enregistré facilement. Et les agents recenseurs sont très actifs. Dès que vous les appelez, vous donnez la position, la situation géographique de la maison, ils sont déjà là-bas. Donc, ce qui veut dire que facilitons la tâche à tout le processus qui est en cours pour que nous puissions atteindre l'objectif. Oui, au fait, est-ce que les gens ont compris le bien fondé ou l'importance du recensement, qu'il soit le 5e ou le premier, un recensement de la population et des habitats dans un pays. Pourquoi? Quelle est l'importance? Oui, c'est ce que je dis, que il a fallu d'abord commencer par une sensibilisation de 1 à 2 mois d'avance avant l'opération. Beaucoup ne comprennent pas l'importance du recensement. Donc, pour eux, aujourd'hui, tout ce qui parle de regroupement, de rassemblement, d'enroulement et autres là, pour le citoyen lambda, c'est politique. C'est pour aller voter. Donc, pour ça, avant qu'on arrive là, il faudrait d'abord faire un travail. Et ce travail-là, moi j'ai l'habitude de dire que dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque commune, il y a des leaders d'opinion et il y a des faiseurs de leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont écoutés dans chaque localité, malgré qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils sont capables de mobiliser. Et ces personnes-là, lorsque vos détracteurs veulent déstabiliser ou déstabiliser vos projets, ils passent par ces personnes que vous négligez pour dire que non, prends 500, va prendre ton belay, dis à tes jeunes là, il ne faut pas qu'ils s'enroulent, qu'on va utiliser leur nom pour voter après autre. Celui que tu es en train de négliger pour dire qu'il est un soulard, lui, il sait comment manipuler les gens. Vous allez venir avec même le manger, vous allez voir la population rester et vous regardez comme ça, ils ne vont pas. Parce qu'ils ont déjà été manipulés par quelqu'un, par des fausses informations. Donc, au début, il faudrait savoir quels sont les leaders d'opinion dans chaque localité. Ces personnes-là doivent former un comité avec les chefs du village, les CDQ, les CVD, et commencer un travail de sensibilisation. À la base. À la base. Parce que il est très difficile à un paysan de voir un étranger chez lui qui ne connaît pas pour venir lui demander ton nom, prénom, tu as combien d'enfants, tu cultives quelle superficie de terre, des questions qui touchent directement la vie privée de la personne. Et surtout que la personne qui est en train de te poser la question n'est pas familière à toi. C'est difficile de se confier. Donc, il faudrait qu'on revoie un peu le système pour savoir comment est-ce qu'il faut mettre les choses en place. Le second point, il faut aussi noter que tout le Togo aujourd'hui est paisible. Maintenant, pour ce processus de recensement, si vous écoutez ce que les agents sont en train de dire sur le terrain, vous devez savoir que les gens ont encore des séquelles de la haine de 2017 dans leur tête. Les propos qui sortent de ceux qui menacent, il faut savoir que les gens n'ont pas encore enterré la hache de guerre depuis 1990. Donc, quel effort encore le gouvernement doit faire pour que nous puissions nous pardonner? Parce que sans le pardon et l'amour, le vrai amour, nous ne pouvons pas construire notre pays. Donc, dans ce sens-là, il faudrait que nous puissions mettre par la terre, oublier le passé pour faire fonctionner notre pays. Le Togolais, en général, n'est pas violent. Le Togolais n'est pas impoli. Le Togolais est très poli, le Togolais est tolérant, mais je ne sais pas, c'est seulement sur la vie politique que nous sommes divisés. Mais sur ce, nous devons aussi éclairer l'opinion nationale et internationale que quand on parle d'un sujet d'intérêt général, il faudrait qu'on mette la différence entre la vie politique et le sujet d'intérêt général. Parce que les gens mettent tout ce qui vient du pouvoir
c'est politique. Or, ce recensement concerne toute la population. Et ça se fait partout dans les pays. Partout. Ce recensement n'est pas lancé pour les militants du parti UNIR ou bien de ANC ou bien de UFC, de tel bord, ou bien du nord ou bien du sud. C'est pour tous les Togolais. Dans nos localités, si nous sommes recensés, ça nous permet de savoir combien de population nous sommes. Si, par exemple, chez moi à Belleville, on veut construire encore un hôpital, on doit savoir le nombre d'habitants qui est dans telle commune pour savoir quel type d'hôpital il faut construire. Combien d'hôpitaux. Combien d'hôpitaux il faut construire. S'il faut ajouter les rues, tout ça, les écoles, les forages et autres, on a besoin de tout ça là pour pouvoir avancer. Donc, il faudrait aussi que les élus locaux puissent faire un travail. Sur ce, j'invite encore les conseillers municipaux doivent et les maires. Les maires, beaucoup sont en train de jouer leur rôle. Maintenant, il faudrait que les conseillers aussi puissent jouer leur rôle pour accompagner les maires. Parce que leurs petits problèmes qu'ils sont en train de gérer, problèmes de leadership, si chacun arrive à utiliser son savoir-faire, à se pardonner, à savoir qu'ils sont là-bas pour l'intérêt général de la population, je pense que ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui pouvait arriver à un bon résultat dès les premières, deuxièmes semaines même, sans que le gouvernement ne déploie encore plus de moyens. Parce que c'est les fonds qui sont en jeu. Nous avons aussi d'autres défis à relever avec de l'argent. On ne va pas toujours injecter de l'argent, injecter sur le même sujet pour avoir le résultat qu'il faut. La preuve, ce report de quelques jours, c'est aussi des dépenses. C'est aussi des dépenses. Par exemple, si nous avons plus de 1000 agents recenseurs et chacun gagne 1000 francs par jour. Encore 4 jours. Donc ça fait combien? Ça fait 1000 fois 1000 francs fois 4 encore. Or, c'est des dépenses imprévues parce que l'autorité n'avait pas prévu ça. Il y avait déjà un délai. Et avec un budget conséquent. Donc, c'est un budget encore supplémentaire qui a été ajouté. Or, cet argent pouvait servir à faire d'autres choses. Donc, nous devons avoir une volonté. Raison pour laquelle je dis, et personne n'a choisi être africain. Et d'autres n'ont pas choisi être européens. Personne n'a choisi être togolais ou béninois. Dieu en a fait de nous. Chacun doit être quelque part. Donc, accepte là où tu es né et prends-la comme ta patrie et dis merci à Dieu d'avoir choisi ou bien d'avoir mis à cet endroit-là comme Togolais. Sois fier de ça. Et évitons toujours de politiser les choses. S'il s'agit d'intérêt général, unissons-nous, mettons de côté nos habits politiques. Maintenant, laissons les politiques aussi gérer leurs affaires. S'il s'agit de la politique, laissons les politiques aussi gérer leurs affaires. Je me rappelle, dans l'histoire de Novici, où il a fallu juste que les gens puissent avoir leur carte d'électeur pour bénéficier de ce projet du chef de l'État. Bon, les gens qui ont été manipulés dans le temps, soit disant que non, n'allez pas faire les cartes d'électeurs autres. C'est les mêmes personnes qui se plaignaient. Et j'ai encore des audios ici qui sont revenus après l'étape de Novici là pour dire que Mivabe, quand Novici était là, est-ce que vous nous avez appelé? Moi, je n'ai pas pris Novici. Ce qui veut dire que Novici qui n'a pas pris en 2020, il le réclame en 2022. À l'occasion du recensement. À l'occasion du recensement. Monsieur Rick, si on disait tout de suite que tous ceux qui seront recensés auront 10 000, 10 000, 10 000, je vous dis, tout le monde, même les bébés qui sont dans le ventre, même les noms vivants, ceux qui sont morts, les gens iront chercher leur naissance pour venir remplir, pour prendre l'argent. Et on n'aura même pas le temps d'ajouter encore quelques jours pour ce recensement. À moins d'une semaine là, c'est clos. Donc, essayons de comprendre que l'intérêt de la nation nous appelle tous à être unis, à se pardonner. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Togolais, c'est des gens très sages, c'est des gens très
sensible et il ne garde pas trop de rancœur envers son prochain maire. C'est la politique qui est en train de détruire un peu notre culture togolaise. C'est vrai. Sinon, le Togolais de son genre, en général, n'est pas violent. Là également, je crois que vous l'avez bien dit, la sensibilisation a manqué au début, mais après la mayonnaise a pris suite à la sortie du gouvernement qui a dû mettre la presse à contribution. Mais il y a une frange de la population également qui n'a pas aussi, à mon avis, du moins certains n'ont pas joué leur rôle. C'est la politique. Vous êtes en train de parler de la politique qui divise, mais on devait aussi, les politiciens devaient aussi se mettre dans la danse, comme ils le font lorsque les élections arrivent pour faire leur campagne et acheter la conscience des gens. Je crois que chaque parti politique devrait sensibiliser sa base ou ses militants par rapport à l'importance de cette opération. Mais est-ce que cela a été fait? Est-ce que ça a été fait? Monsieur Eric, je pense que... C'est vrai qu'au niveau d'un parti, du parti unir aux commandes, il y a certains députés qui, dans leur milieu, ont eu à mener des actions de sensibilisation. Mais est-ce que tout le monde a bien voulu faire son travail? Monsieur Eric, vous avez touché un point très important. Si vous prenez tous les projets du début, c'est-à-dire le projet lancé par le chef de l'État, l'opération Togo propre de chaque premier samedi du mois, vous allez voir que tous les cadres aînés du grand parti UNIR, les responsables, les autorités, prennent ce projet-là à bras le corps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu l'opposition organisée depuis que le chef de l'État a lancé ce truc-là et ce projet pour l'opération Togo propre? Est-ce que vous avez vu? Non, c'est le boycott total. L'autre fois, le ministre des Sports a pris l'initiative d'instaurer la journée nationale des sports. Les mêmes personnes ont encore refusé, qui ne vont pas participer, qui n'ont pas ce temps-là. Donc, comme vous venez d'évoquer, s'il s'agit d'un projet qui concerne toute la nation, nous devons mettre de côté l'histoire politique. C'est ça seulement. C'est-à-dire, le Togo aujourd'hui est indivisible. Seulement si chacun arrive à identifier les sujets qu'il faut mettre du côté politique et des sujets qu'il faut mettre du côté d'intérêt général. Nous avons l'habitude de mettre tout au niveau politique. Comme l'avait dit, combien de personnes du côté de l'opposition a pris ce projet de recensement à bras le corps avec des mégaphones? Si c'est pour sensibiliser, pour les élections, tout ça, vous allez voir les véhicules circuler à Lomé comme des ambulances, comme nous sommes en guerre. Mais pour ça, simple mégaphone, vous n'avez même pas entendu sonner ces mégaphones dans les quartiers, dans les villages et autres là. Donc, si vous avez pu identifier ce côté, raison pour laquelle je vous ai cité les trois étapes au niveau de Togo propre, au niveau de la journée des sports, les gens ont boycotté. Je ne sais pas si le mot boycotter, les gens ont privatisé ça pour pouvoir jouer sur le processus de développement de notre nation. Non, il faudrait maintenant que nous évitons d'amener des sujets qui ne vont rien donner pour l'intérêt de la nation, pour qu'ensemble nous puissions jouer. Par exemple, chaque parti politique a ses membres. Comme je viens de le dire, si un fait arrive à faire enrouler 10 000 personnes et chaque parti politique arrive à sensibiliser, parce que chaque parti politique a ses bases dans toutes les régions, préfectures et autres. Donc, c'est sur ce que nous travaillons. Nous appelons juste nos coordinations dans chaque commune, dans chaque préfecture, et chacun joue son rôle. Si chaque parti politique arrive à appeler sa base, je pense qu'on n'aura même pas à faire 2 semaines pour enrouler, terminer ce processus. Et ça nous arrange tous. Donc, il faut... Je ne sais pas comment est-ce que... Parce que le gouvernement a pris plusieurs initiatives et qui font dépenser des sous qui doivent servir aux citoyens lambda. Parce qu'aujourd'hui, sans qu'on ne cache la vérité, les gens
certains sont là, c'est difficilement qu'ils arrivent à manger 2 fois par jour. Bien sûr. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Maintenant, s'il faut prendre de l'argent pour faire des choses qu'il faut refaire, je pense que ce n'est pas la peine. Parce que des choses que nous devons prendre conscience nous-mêmes de faire pour pouvoir éviter certaines dépenses, il faut toujours créer des dépenses pour dire que nous sommes en train de faire du mal au chef de l'État ou bien à ceux qui sont au pouvoir. Je pense qu'on se trompe. On se trompe largement. Parce que moi j'analyse certaines situations dans la sous-région ouest africaine. Voir 2010 jusqu'en 2022, la Côte d'Ivoire, combien de personnes sont décédées? Combien de ministres ont été humiliés en arrêtant Gbagbo? Les gens sont restés dans leur slip comme ça, nus. Les gens ont été molestés. Mais c'est des autorités. Aujourd'hui, Gbagbo est là ou bien Gbagbo n'est pas là? Il est là. La même population a accueilli Gbagbo. Mais c'est cette personne-là qu'on a traité de criminel. Dans quelques jours, là, Charles Goudé, quand on a pris aller là-bas, il revient. Vous voyez déjà la mobilisation qui se fait sur le terrain. Maintenant, ceux qui sont décédés, est-ce qu'ils vont se réveiller pour voir ces personnes-là? Maintenant, l'ancien président, les trois anciens présidents, Gbagbo, Alassane et même Kadhafi. Non, le troisième, Gbagbo, Bédié. Konan Bédié. Les trois sont toujours ensemble aujourd'hui, mais c'est à cause des trois là que les innocents ont perdu leur vie. C'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Oui. Donc ce qui veut dire et Henri Konan Bédié. Donc ce qui veut dire que la jeunesse doit prendre conscience pour savoir que quand il s'agit d'intérêt général là, mettons de côté nos guerres, nos divisions pour que nous puissions accompagner nos aînés, nos dirigeants. Parce que si nous ne mettons pas de leur côté, quand ça chauffe là, c'est ceux qui sont à la base là qui paient le prix. Raison pour laquelle voyons ce qui se passe au Mali par exemple, c'est la population qui souffre. Hein? Aujourd'hui, et Gbagbo, Bédié et le président Alassane, ils sont ensemble. Les jeunes qui se disent militants, qui sont très violents, là, qui ont perdu la vie, est-ce qu'ils sont en train de manger avec eux? Est-ce qu'ils sont en train de boire aujourd'hui avec eux? Leurs familles sont en train de pleurer seulement pour des choses qu'on pouvait éviter. Donc, essayons de canaliser, comme vous venez de le dire, invitons humblement les responsables des partis politiques. Nous sommes presque 100 quelque chose de partis politiques. Si chaque parti politique arrive à sensibiliser ses militants, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de trop se gêner pour qu'on puisse avoir ce résultat. Oui, on reste toujours sur ce dossier pour 3 jours ou 4 jours encore. Est-ce qu'on pourra quand même terminer, en tout cas, vous n'êtes pas dans le processus d'organisation, vous n'êtes pas l'INCID, c'est l'INCID qui gère la situation, mais on peut se poser cette question, est-ce qu'en 4 jours, on pourra encore terminer? Je pense que dans les 4 jours supplémentaires, on peut terminer, avoir au moins le résultat qu'il faut. On ne peut pas dire avoir un résultat 100%. Oui, parce qu'il y a toujours des indécis. Mais on va avoir le résultat qu'il faut pour l'intérêt général de la nation. Une dernière question à ce propos, et c'est une curiosité. Il paraît, vous l'avez suggéré, que certaines questions des agents censeurs laissent à désirer, puis parfois choquent le moral. Des questions du genre... c'est un recensé qui se plaignait qu'on lui a posé, c'était une dame justement, qu'on lui a posé la question. Quand on est arrivé, le mari n'était pas là, c'est la dame qui devait répondre. Et on est allé jusqu'à lui poser la question de savoir à quand remonte le premier rapport sexuel entre elle et son mari. Voilà, des questions qui pouvait choquer, je ne sais pas. Ah bon, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ce que je suis en train de dire que, et pour remplir le formulaire de recensement, il y a des questions. Si vous n'avez pas compris, il est difficile à un aigri
déjà sur sa position de répondre à ces questions. Combien tu paies ton loyer? Est-ce que vous avez une moto? Vous avez un véhicule? Combien vous dépensez? Et quelque chose qui ressemblerait à une déclaration des biens. Déclaration de... Bon, vous avez touché un point. Certains sont méfiants, soit disant que l'autre est impliqué pour pouvoir les frapper après. Donc, eux, ils ne vont rien. Il y a un vieux où l'agent est allé chez lui. Il a dit carrément, mon ami, je suis à la retraite, il faut aller. Je suis à la retraite, la personne ne sait comment je me débrouille avec mes enfants, il faut aller. Et il a été clair avec l'agent pour lui dire que même si le président Faure arrivait là, lui ne donne pas d'informations. Donc, cette personne comme ça, il faut prendre autre stratégie pour la madurer jusqu'à l'amener à la raison pour pouvoir. Mais quand tu vas violemment, il ne va pas donner. Donc, j'ai essayé de discuter avec l'agent et je me suis approché du vieux. Le faire comprendre que vous avez déjà fait votre temps. C'est où ça se passe? C'est à Lomé, à côté de chez moi ici. D'accord. Donc, vous avez déjà fait votre temps. 30 ans de service jusqu'à la retraite, vous avez déjà servi la nation. Maintenant, si vous demandez que la nation vienne vous servir au moment où des jeunes diplômés sortent chaque année, sont au chômage, donc vous voulez qu'on vous reconduise encore pour faire 30 ans au moment où ceux qui n'ont vos enfants et vos fils et vos petits-fils traînent encore. Donc, je l'ai dit de se faire enregistrer. Ça nous permet que l'erreur qu'ils ont commise dans le temps ou que nous nous souffrons aujourd'hui, ça ne se répète pas. Mais finalement, il s'est enregistré, mais il a mis en garde l'agent que s'il retrouve son nom et ces informations-là quelque part, qui serait très très grave pour lui. Déjà, bon, les gens ont vite compris la situation, mais il y a une manière, comme vous venez de dire, il y a une manière d'aborder les gens, il y a une manière de communiquer avec celui qui est déjà énervé. Quand vous venez, comme vous voulez lui imposer, lui forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas vite compris, ce serait difficile d'avoir le résultat qu'il faut. Mais avec Dieu... encore une histoire drôle. On a vu beaucoup de choses avec ce sentiment-là. Encore une histoire drôle, c'est celle... d'un couple qui s'est livré à la bagarre aussitôt après le passage d'un agent recenseur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le papa ou le mari, devant Dieu et devant la femme, aurait enregistré 2 enfants de plus que ce qui se trouve à la maison. Ce qui se trouve à la maison. Les 2 autres sont où? C'est avec une autre femme quelque part. Que la femme à la maison ne savait pas, c'est à son insu. Et donc, bon voilà, aussitôt le départ de l'agent recenseur, c'est une bagarre qui s'est déclenchée entre l'homme et sa femme, et jusqu'à ce que les coups de sanctions suivis, il a fallu l'intervention des riverains pour que on maîtrise la situation. Voilà encore un fait insolite. Dans ce cas, monsieur Eric, je vais féliciter le monsieur. Lequel? Celui qui a déclaré tous ses biens. Tous ses biens. Nous sommes dans un processus de déclaration de biens. Donc, il faut déclarer les biens en même temps. Donc, ce qui veut dire que il ne sait jamais ce qui peut s'en sortir. Donc, il faut déclarer tous les biens en même temps. Il a déclaré tous ses biens. Tous ses biens pour être en paix. Donc, la femme doit se calmer et savoir que l'homme demeure l'homme. Et même à l'enterrement de l'ancien président ghanéen l'autre fois, il y a encore eu des enfants qui sont arrivés. Donc, ce qui veut dire que l'homme demeure l'homme et la femme ne peut pas contrôler l'homme jusqu'à un certain niveau. Donc, il faudrait qu'on laisse de côté cette histoire de jalousie et quand il s'agit de l'intérêt. Mais l'homme aussi n'a pas été prudent. Ah, il peut déclarer. Il n'aurait pas dû déclarer ses enfants tant que les enfants ne sont pas avec lui. Les enfants sont ailleurs. Ce ne sont pas des enfants qui sont à la maison avec. Non, les enfants ne sont pas à la maison avec. Non, ils ne devaient pas faire ça là-bas. Les enfants, ils sont ailleurs. Chez leur maman. Chez leur maman et peut-être chez leur papa adoptif.
nécessairement que il serait recensé aussi là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé alors pour qu'il puisse recenser on ne connaît jamais le plan B de l'homme. Peut-être qu'il a fait ça exprès pour pouvoir déclencher une guerre qu'il cherchait depuis. Sinon, je ne vois pas l'importance, tant que les enfants n'habitent pas dans la maison, je ne vois pas l'importance de les déclarer. Et là où ils n'habitent pas. Puisque même si vous croisez les agents recenseurs en dehors... En réalité, le recensement est physique. Oui. En dehors de votre maison, ils vous diront toujours de revenir là où vous habitez pour pouvoir le faire. Donc, je ne vois pas l'importance de monsieur à faire enregistrer des enfants qui n'existent pas dans sa cour. Donc, ce qui veut dire qu'ils seront enregistrés ici et enregistrés de l'autre quelque part. Heureusement que peut-être selon la programmation de leur machine, il y aura refus. Il y aura refus. Et donc, pour qu'on ne puisse pas enregistrer la même personne 2 fois au moins. Voilà, c'était des histoires drôles. Tout ça, on en a vu avec le recensement. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin par rapport à ce recensement, un conseil à donner pour les 3 jours ou 2 jours qui restent. Ça finit le 16. Oui, dans le sens de la mobilisation encore. Oui, pour les 2-3 jours qui restent, j'invite plus encore la population et surtout les jeunes, nos aînés, toute la population togolaise à s'engager pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé et de comprendre que ce recensement n'a rien à voir avec les élections qui se préparent. Donc, ni avec l'OTR aussi. Ni avec l'OTR. Donc, nous avons l'obligation de connaître par ce recensement combien nous sommes actuellement au Togo pour savoir là où on va. Merci Jules, c'était le premier chapitre dédié au recensement de la population et de l'habitat. Nous allons faire un tour dans l'actualité et c'est Togo Réveil qui nous parle d'un sujet très important et à saluer également le MCC, le Millennium Challenge Corporation qui aurait donné son verdict et le Togo, Gilles, est noté 14 sur 20. Ça doit nous dire quelque chose en tant que Togolais. Le Millennium Challenge Corporation qui évalue les pays dans la matière de gestion, de gouvernance chaque année. Le Togo a décroché cette année 14 points sur 20. C'est à saluer. Oui, nous devons féliciter d'abord le numéro 1 togolais, c'est-à-dire le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essos Nassingbe, pour son leadership, son dynamisme. Et chaque année, pour ces points, vous devez remarquer que depuis un certain moment, après la crise de 2017, le Togo s'est engagé sur des réformes et le respect de certains engagements qui poussent à ce que les partenaires ont plus maintenant confiance au Togo. Et tout ça, c'est grâce aux efforts du chef de l'État. Parce que lorsque la tête fonctionne 24 sur 24, vous devez savoir que le pied ne peut pas dormir. Une fois que la tête avance, la tête traîne avec les pieds. Donc nous sommes tous en mouvement. Donc tous ces efforts-là, nous devons nous en féliciter tous, mais toujours féliciter notre premier responsable qui est le chef de l'État, grâce à qui nous avons ces résultats. Autre chose à saluer, les assises de Lomé ont pris fin. Les premières assises, la première session des assises de Lomé a pris fin. Il y a eu, selon le journal, toujours Togo Réveil, 98 accusés, dont 95 condamnés et seulement 8 libérés.
c'est quand même curieux qu'il y ait plus de condamnés que de libérés, malgré les efforts que notre justice fait. C'est vrai que nos prisons vraiment regorgent encore de prisonniers. Oui, monsieur Eric, nous devons savoir que dans ce processus, il y a un truc qu'on doit noter. Il y a les réformes qui sont en cours dans le domaine de la justice togolaise. Et c'est nous, même la population, qui crions que la justice togolaise, il faut des réformes. Qu'il y a trop ceci, il y a trop cela. Donc, si aujourd'hui, les familles qui ont été endeuillées par certaines personnes, ton enfant, ton frère, qui a été braqué, tué, ou bien rendu inapte aujourd'hui, la seule chose qui peut apaiser le cœur de cette famille-là, c'est de voir cette personne punie par la loi. Puisque nul n'est censé être au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Et ou ignorer la loi. Ignorer la loi. Donc, le second point, nul n'est censé faire la justice lui-même. Par exemple, on a tué. Se faire justice. Excuse-moi, on a tué ton enfant, tu ne peux pas prendre aussi le couteau, aller tuer celui qui a tué l'enfant. Donc, tu rentres contre la loi et toi aussi tu serais puni par la loi. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, nos magistrats sont en train de refaire un travail que nous devons toutefois féliciter, les encourager, parce que il n'est pas facile de changer un système brusquement. Et tout ne serait pas fait un seul jour. Les réformes seront toujours en cours dans tous les domaines. Peut-être même ceux qui ont commencé les réformes aujourd'hui, que nos enfants vont bénéficier demain, ne seront plus en fonction. Mais ils ont commencé quelque chose que nous devons continuer à ce que nous arrivons à un bon résultat. Comme aujourd'hui on parle de Rwanda, Kigali, qui est devenue la ville la plus propre en Afrique et autres là. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc je félicite d'abord le travail là et inviter plus à nos citoyens que nous devons être conscients et surtout être disciplinés pour éviter de se retrouver en prison un jour. Nous devons être disciplinés. Au même moment, Jules, une grâce présidentielle a été accordée à 360 détenus de nos prisons. Une chose saluée, sauf que au sein de ces 360 graciés ne se trouve personne de ceux qu'ils attendent. Notamment Pacha Nassimbe, Jean-Paul Omolou, Jimon Auré, etc., que cite le journal Le Triangle des enjeux comme étant des détenus politiques qui auraient eux aussi pu bénéficier, selon ce journal, de ce geste de générosité du chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez un mot à l'endroit de cette édition. 360 détenus bénéficient de la grâce présidentielle. Je crois que c'est un geste d'abord louable qu'il faut féliciter le chef de l'État pour ce geste, cette décision prise. Maintenant, sur ces propos du triangle des enjeux, du triangle des enjeux concernant quelques interventions de la population, nous devons savoir que ceux-là qui sont en train de citer sont aussi des citoyens comme ceux qui sont libérés. Donc, nous ne devons pas, devant la loi, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Donc, disons merci pour le geste du chef de l'État. Et ceux qui sont sortis aussi, leurs familles en ont besoin d'eux pour pouvoir leur voir à leur côté. Donc quand le moment va arriver pour chacun d'être auprès de bénéficier de cette grâce-là, ils en auront. Donc il ne faut pas qu'on blâme. Ceux-là qui sont sortis là,
nous devons savoir qu'ils ont aussi leur famille et leur famille en a besoin d'eux. Dieu sait faire les choses et leurs noms sont sortis. Rendons gloire à Dieu et que laissons le temps au temps de faire son temps. De faire son temps. Merci. Un clin d'œil sur le continent et plus précisément dans le Sahel où les transitions militaires en version putschiste continuent de faire parler d'elles. Alors, à l'allure où vont les choses, Jules, pensez-vous que ces transitions ou ces transitionnaires putschistes Itno, Goïta et puis Traoré vont quitter le pouvoir un jour? Si vous suivez très bien, monsieur Eric, l'histoire de ces pays-là, vous devez savoir que ça va toujours continuer comme ça. Ça va toujours continuer comme ça. Puisque on ne peut pas être dans un pays où l'arme circule comme connexion internet, où tu passes derrière un mur, tu auras, ton portable va te signaler présence de Wi-Fi. Donc ce qui fait que vous êtes dans une société où vous n'êtes pas en sécurité. Qui aurait cru que l'ancien président Damiba allait être pris un beau matin par ses propres petits? Non, ce qui veut dire que si Traoré aussi, aujourd'hui, il est là-bas, au sein même de ces éléments, de ces petits éléments, si un beau matin, 10 aussi se retrouvent pour demander juste pour dire que nous aussi on a besoin de payer un véhicule et ils n'en trouvent pas, ils vont aussi se formater, se regrouper et un beau matin vous allez encore attendre que ça a sauté. Ça s'est passé au Mali. Avant que Goïta ne vienne, c'était l'autre là qui était là. Mais on lui a jugé très proche de la France et autres là. Un beau matin, les militaires sont débarqués pour dire mon ami descend. Donc ce qui veut dire que à chaque fois que nous passions à la violence pour résoudre les choses, nous devons nous attendre à ce que la violence viendra encore nous remplacer. Le Mali, le Tchad, le Burkina, quand vous suivez très bien leur histoire, cela est arrivé toujours par la guerre. Idriss Déby est arrivé par quoi? C'est depuis la Libye, il a tiré jusqu'à venir renverser l'autre là, au Tchad. C'est au fond, lui aussi il est parti. Son fils qui est là aujourd'hui, chaque jour il y a des manifestations. Chaque jour il y a des manifestations. Ce qui est déplorable pour nous les Africains, je ne sais pas comment est-ce que les Blancs arrivent à nous étudier, à savoir que si nous faisons ça, l'Africain est prêt à haïr son prochain jusqu'à le tuer même, avant de se rendre compte que c'est nous qui cherchons notre intérêt. Donc, tant que nous n'arrivons pas à être sincères, à être honnêtes, à être des vrais amoureux entre nous là, monsieur Eric, ce qui se passe dans le Sahel, c'est très dangereux. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, entre-temps, nous avons précisé, le Burkina est encerclé à plus de 60% de son territoire par les groupes terroristes. Au moment où les gens sont en train de se partager ici, au palais, à Ouaga 2000 ici, les djihadistes, eux, progressent. Le Burkina ne se résume pas à Ouagadougou. C'est ce qui avait poussé entre-temps à ces éléments-là de venir nous agresser à nos frontières. Parce que la frontière entre le Burkina et le Togo, tout le long de la frontière après le Togo, en allant vers Ouagadougou, c'est abandonné. Les soldats ont fui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour reconquérir ces 60 ou bien 62% du territoire qui sont occupés aujourd'hui par les terroristes? Il faudrait maintenant être sincère, bien organisé. Maintenant, s'il faut régler des comptes entre eux, vous avez vu, on a commencé par arrêter certains qui étaient proches de Damiba et autres. Dans tous les pays africains où vous voyez que celui-ci arrive au pouvoir, comme en Guinée. Aujourd'hui, l'ancien président se retrouve à ajuster avec 187 de ses membres très proches. Vous pensez que si un jour, ceux-là quittent au pouvoir, et les 187 plus l'ancien président
un de leurs éléments monte encore, il y aura un règlement de compte. Il y aura toujours un règlement. J'ai toujours parlé de ça plusieurs fois sur le plateau ici, que en Afrique, le seul problème est que l'Africain aime régler des comptes en oubliant que le pourquoi je suis venu là. Je dois faire face à la population, savoir qu'il faut développer le pays, il faut chercher de l'emploi aux jeunes, il faut créer des choses, il faut faire venir les investisseurs, il faut faire venir les partenaires pour des projets et autres là. Ils se disent que non, j'avais vu Eric avec Alpha Condé, il doit être un projet, il faut le prendre. Tu oublies que M. Eric aussi a une famille. Vous ne pouvez pas prendre toute sa famille ni ses enfants. Il y aura toujours quelqu'un. Hein? Il y aura toujours quelqu'un. Qui aurait cru que le Dadis Camara, après son séjour à Ouaga, serait aujourd'hui en prison. Or, au même moment, quand ceux-là ont pris le pouvoir, c'est les mêmes personnes qui l'ont invité d'abord à venir. Et il était venu repartir. Maintenant, c'est du fait qu'il a eu confiance aveugle, il se retrouve. Parce que, quoi? Le voleur n'aime pas qu'on le vole. Oui. Le président de la transition, c'est un militaire. Il s'est rappelé de l'histoire de Dadis. Il sait que, il a aussi ses bons petits toujours. Parce que un militaire, quand tu es en commandement, tu as toujours tes éléments avec toi. Tout à fait. C'est ce qui se passe à Ouagadougou. Le général Djendiéré, malgré qu'il est toujours en prison, mais il a toujours ces bons éléments qui sont toujours en circulation. S'il arrivait que ceux-là prennent le pouvoir un jour, ils vont faire sortir leur patron aussi. Donc, essayons de résoudre nos problèmes en Afrique d'une manière paisible pour que nous puissions vivre ensemble pour développer. Parce que si vous faites aujourd'hui une analyse sincère pour tout le continent africain, nous sommes en train de reculer. C'est vrai. Nous sommes en train de reculer. Surtout sur le plan démocratique. Hein? Sur le plan démocratique, sur le plan de développement, mais nous sommes en train de reculer. Parce que quand il y a l'insécurité, quand il n'y a pas la paix, aucun investisseur ne viendra. Et le développement reste statique et même recule. Hein? Donc, moi j'ai fait l'analyse des 10 ans, des 5 ans actuellement. Il ne faut pas qu'on se trompe pour dire que oui, on avance. Non, on n'avance pas. On recule. Parce que vu ce qui se passe là, on recule. Et si on ne sait pas faire avec le mouvement au Ghana et autres, vous voyez ce qui se passe aussi au Ghana ces derniers temps. C'est tout. Toute la sous-région ouest africaine se plonge dans le chaos là. Nous allons regretter comme la Libye est en train de regretter aujourd'hui. Ok, nous espérons que ça puisse cesser un jour, que l'Afrique retrouve vraiment sa sérénité, sa sécurité. Mais pour y arriver, il faudrait, Gilles, nécessairement que l'on repense la problématique des coups d'État, surtout en Afrique. Il faut repenser la problématique des coups d'État en Afrique. Vraiment. Les coups d'État, c'est les Africains qui le font. Et tant que, je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas la loyauté, la fidélité entre nous là, nous allons toujours vivre ça. Et si vous voyez les coups d'État, ce n'est pas des Indiens qui quittent en Inde pour venir faire les coups d'État. C'est les plus proches collaborateurs même de ceux qui sont au pouvoir qui le font. Juste pour pouvoir régler des comptes à certaines personnes. Des fois même les coups d'État qu'ils font ne concernent même pas le président. C'est seulement qu'ils vont se dire que certains proches les ont bloqués à faire ceci, à faire ceci. Donc quand on enlève le président, toute l'équipe est à terre. C'est vrai. Donc essayons de nous aimer vrai pour que nous puissions construire ce continent qui est très riche, où les blancs viennent aussi en profiter et nous-mêmes on se galère, on ne sait même pas là où on va jusqu'à ce point. Très bien. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci sincèrement. Gilles, vous avez sauvé cette émission, cette messe aujourd'hui. Le co-célébrant Germain Pouli, que nous attendions, n'a pas fait signe de vie, n'est pas arrivé. J'espère qu'on le retrouvera dans un autre rendez-vous une prochaine fois. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Ibrahim Maki et puis c'est Alexandre Tchalim. Je rappelle que mon invité s'appelle Jules Ferry. Il est jeune leader. Jules Ferry Abo, il est jeune leader et puis ambassadeur
genre et développement depuis 2021. Il est aussi président national du mouvement Fort et Grand. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Bon retour chez vous et bien de choses à vos collaborateurs. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, ce sont les adieux. La plus belle, ce sont les retrouvailles. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, ce sont les adieux. Et la plus belle, les retrouvailles. C'est de Abraham Lincoln. Bonne méditation et à dimanche prochain.